Va paisiblement ton chemin à travers le bruit et la hâte, puis souviens-toi que le silence est paix. C'est ainsi que se résume ce jour qui se lève avec beaucoup de joie au cœur, beaucoup d'amour pour les uns et les autres au nom du Tout-Puissant Créateur, celui-là qui nous maintient malgré les difficultés, malgré les intimidations, malgré les menaces. En tout cas, nous résistons. Un coup isolé n'arrête jamais le combat. Et je m'en vais me souvenir donc à partir de là d'un homme qui a marqué l'histoire du Togo. Pas le nommer, mais citer juste une de ses paroles qui le motivaient. Il a dit, on peut tuer un homme, mais pas ses idées. Paix à son âme. Bienvenue au plateau de l'émission Grand Jury. Ensemble avec nos invités ce matin, nous allons encore décrypter l'actualité sociopolitique de notre cher pays, le Togo, commençant bien sûr par la pénurie suivie de l'augmentation du prix à la pompe des produits pétroliers. Est-ce que les uns et les autres sont satisfaits des explications de Madame la ministre du Commerce, l'exil Balouki Bernadette? C'est la grande question que se pose la masse. Le second sujet est relatif aux affaires pendant devant les tribunaux du pays, notamment tentative d'atteinte à la sûreté de l'État. On en parle depuis quelques jours, surtout avec l'état de santé du demi-frère du chef de l'État, Patia Nyasimbe, également de Pascal Akousoulelou Bodjona dans l'affaire dite d'escroquerie internationale. Et si le temps le permet, nous allons aborder la dette extérieure du Togo qui est chiffrée aujourd'hui à plus de 1000 milliards de francs CFA, 5 ans juste après l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE. Comment peut-on expliquer ce taux d'endettement? En tout cas, c'est autour de ce plateau avec nos invités, Idelphonse Apaki, directeur de TogoVision.com. Bonjour et bienvenue. Bonjour Rodrigue et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Je me réjouis de vous voir parce que, ma foi ne me trompe pas, la santé c'est l'Éternel qui le donne. Je crois que par la grâce de Dieu, ça peut aller. Voilà. Et Ibrahim Acha, directeur de publication du journal Temps Nouveau. Bonjour et bienvenue. Bonjour Rodrigue, bonjour tous ceux qui nous suivent en ce moment. Après Ramadan, on a récupéré, la machine est lancée. Un temps soit peu, puisqu'il y a encore 6 jours de jeûne surrogatoire. Donc ce n'est pas aussi coercitif, mais on peut le faire à sa manière et selon son planning, et de manière à ce que cela soit circonscrit dans le mois qui précède le mois de Ramadan. Voilà, tout ceci contribue donc à la consolidation des liens entre les humains et leurs créateurs. Merci donc à vous toutes et à vous tous. Bonjour à vous qui nous suivez, que ce soit à Tchévier, à Lomé, à Palimé, à Amého, partout dans le monde. Bonjour à son excellence Fort et Sozim Nanyasingbe. Bonjour également à Jean-Pierre Fabre. Bonjour Aimé Gogué Tchaboré. L'autre maître Mohamed Tchassona Traoré, Djeri Tama. Ils étaient tous le 25 avril dernier face au peuple togolais en vue de dégager un élu. On le connaît. Bien de choses et bonne chance pour ce quinquennat. Nous disons également bonjour à Sir Adomayakor, à toutes les familles des personnes détenues dans les prisons, parce que bientôt nous allons rentrer dans la semaine des détenus. Notre prière serait quand même que ces personnes puissent retrouver très vite la liberté, parce qu'on nous dit que tolérance doit y avoir. Et si tolérance doit y avoir, si nous croyons au H-crime, il faut quand même qu'on croit également au pardon, puisque l'Éternel nous a parlé de la rémission des péchés. Si nous tuons chaque jour, le grand Dieu nous le pardonne et nous donne la vie, pourquoi ne pas pardonner à celui qui, peut-être, sur l'appréciation des autres, serait fait passer pour un fautif? En tout cas, méditation. Donc, nous revenons parler du carburant. Ibrahim, on en a parlé la dernière fois et on avait souhaité une explication de Madame la ministre du Commerce et du secteur privé. Elle est venue, c'était sur les antennes d'une radio sœur. Elle a donné des explications qui sèment finalement polémique. Est-ce que vous l'avez écouté? Est-ce qu'elle a convaincu? Non, il faut dire que je n'étais pas sur place. Et ça fait que je n'ai pas pu suivre Madame la ministre par rapport aux explications données sur l'augmentation du prix sur le carburant. Mais ce que nous avons l'habitude... Mais peut-être que vous aidez, elle a parlé de l'application d'un mécanisme de vérification des prix qui n'a pas été fait en juin, ce qui aujourd'hui explique un peu la situation que nous vivons. On a également parlé de l'augmentation des prix de transport par voie maritime des produits pétroliers. Bon, et c'est ce que je voulais dire. Je dis que Madame la ministre nous a habitués souvent à des explications qui ne tiennent pas la route. Et je n'y étais pas.
Je n'étais pas à Lomé pour suivre ce qu'elle a dit, mais les éléments que vous venez nous avancer ne me convainquent pas. Parce que quand on parle d'augmentation sur les prix, il faut voir à combien cela se vend d'abord sur le plan international. Quel est le prix du baril? Et nous osons croire que le baril n'a pas, il n'y a pas eu augmentation. De la hausse du dollar. Il n'y a pas eu augmentation sur le prix du pétrole. Et la hausse du dollar, nous sommes habitués avec les fluctuations au niveau du dollar. Donc il suffisait seulement d'avoir une petite maîtrise sur en tout cas l'angle où le baril, comment l'appelle-t-on, le dollar fluctue, pour pouvoir faire une prévision sur au moins 2 à 3 ans. Parce que quand on parle d'augmentation au niveau de la fluctuation plutôt de la monnaie américaine, ce n'est pas toujours quelque chose qui puisse aller très grand, parce que jusqu'alors le dollar est, si j'intègre toutes les informations que j'ai, n'a pas dépassé l'euro. Et donc, toute personne qui fait des transactions avec le dollar devait s'attendre vraiment à tout ce qu'il y aura comme fluctuation. Ça ne va pas dépasser et ça ne va pas atteindre, en tout cas, un seuil aussi élevé. Ce n'est pas une hausse aussi élevée pour amener à un changement ou bien bousculer tout ce qu'il y a eu comme prévision. Disons tout simplement qu'il y a eu augmentation sur le prix des produits pétroliers dans notre pays pour le fait que certaines personnes à un niveau donné n'ont pas voulu jouer franc jeu et ne veulent pas voir leurs concitoyens soit à l'aise dans leur déplacement. Voilà, Ildefonse, comme on pouvait s'y attendre, ou comme ça se dit quelques jours avant l'augmentation des prix des produits pétroliers dans notre pays, au Ghana voisin, on a diminué. Est-ce que ça peut s'expliquer par la baisse là-bas au Ghana du dollar? Je crois que c'est ce qui ne tient pas la route, comme l'a dit Ibrahim tout à l'heure, en suivant le commentaire incongru, saugrenu et farfelu du ministre du Commerce. Le 16 juillet dernier, le 16 juillet dernier au Ghana, il y a eu une baisse. C'est parce que le niveau du dollar, comme l'a expliqué tout à l'heure Ibrahim, est resté sur son même niveau, le niveau bas. Mais qu'est-ce qui a pu pousser les autorités togolaises dans un premier temps, puisque c'est elles-mêmes qui sont détentrices des stations d'essence que nous avons, d'abord ça appartient aux hommes d'affaires, à jouer d'abord à une pénurie qui ne dit pas son nom, et après tout à une hausse des prix de ce carburant-là. J'ai suivi avec dédain, je le dis encore, tout en prenant à cœur les propos qui sortent de ma bouche, j'ai suivi avec dédain Madame la ministre. Je suis d'accord avec Ibrahim, elle n'a pas convaincu. Si au Ghana voisin, où l'approvisionnement est fait au même lieu qu'avec les autorités togolaises, puisque depuis quelques années, les sociétés pétrolières du Togo ont été évincées dans la commande de ces produits pétroliers, et c'est le gouvernement même qui a pris en charge cette commande. Mais alors, où se trouve le problème? Madame la ministre nous parle aussi de l'approvisionnement, mais les frais d'approvisionnement, le gouvernement sait comment ça se fait. Mais pourquoi a-t-on évincé ces sociétés pétrolières? Pourquoi n'avait-il pas ce genre de problème que nous avons constaté depuis que le gouvernement a pris en charge la commande de ces produits pétroliers? C'est la grande question qu'il faut se poser. Mais c'est tout. Ibrahim, c'est vrai, cette pénurie, on revient un peu en arrière, cette pénurie, ça a manqué, on a vu les gens traîner les engins, et j'avoue que nous-mêmes on en a traîné, parce qu'il n'y a pas de carburant à proximité, même vous allez pratiquement dans des stations, vous n'en trouvez pas, l'endroit où vous trouvez, vous avez une queue assez longue, vous pouvez y passer toute la journée, et du coup, juste après l'augmentation, comme par magie, le carburant atterrit dans toutes les stations-service. Oui, il faut dire que cela relève aussi d'une tactique au niveau de ces propriétaires des stations d'essence, parce qu'à certains endroits, nous avons remarqué que certains ont volontairement refusé de servir du carburant, parce que nous sommes passés par certaines stations d'essence
On nous a dit qu'il n'y avait pas de carburant, et les gens sont rentrés. Et il a suffi seulement qu'il y ait augmentation, et le lendemain, il y avait la disponibilité de ces carburants. Or, entre-temps, nous avons fait des va-et-vient en passant par ces stations d'essence. Il n'y a pas eu d'approvisionnement en carburant. Mais à certains endroits... Ça relève un peu de l'escroquerie. Bon, à chacun d'en apprécier. Oui, puisqu'entre-temps, lorsqu'on avait baissé les cours du pétrole, du baril à l'international, Madame la ministre nous a dit qu'il y avait des stocks à évacuer. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on a déjà évacué ces stocks? Est-ce que c'est la nuit qu'on a fait l'approvisionnement? C'est un peu comme si, je ne sais pas si vous me comprenez un peu. Non, nous ne sommes plus dans le schéma d'évacuer le stock ou de faire quoi que ce soit. Ouais. Ici, c'est que les choses sont stabilisées à un moment donné et il y a quand même le carburant. Bon, maintenant, au niveau des stations d'essence, c'est à ce niveau qu'il y a cette stratégie de ne pas vendre ce qu'on a et de pouvoir vendre ça au prix. Sur les nouveaux prix et pouvoir rentabiliser, pouvoir faire beaucoup plus de bénéfices. Donc c'est ce que moi je peux dire, mais à certains endroits, au niveau de certaines stations d'essence, il y a eu des queues, des files vraiment monstres, des files vraiment que je ne saurais apprécier. Mais au même moment que les gens étaient là à prendre du carburant, il y a quand même des camions citernes qui sont venus approvisionner ces stations d'essence. Je dirais que au niveau de cette station d'essence, nous dirons que ces gens ont joué peut-être un peu au franc jeu et surtout ces personnes plutôt n'ont pas versé dans l'escroquerie comme vous venez de le dire. Et elles ont voulu servir le carburant et selon les moyens et selon la disponibilité au niveau de leur station d'essence. Mais certains, j'avoue, ont fait un jeu trouble. Et en ce sens qu'ils ont volontairement refusé de servir du carburant en faisant croire que c'était épuisé. Mais au lendemain, lorsqu'il y a eu augmentation sur les prix, ils étaient les premiers à ouvrir les stations d'essence et ont commencé par servir. C'est de la malhonnêteté, ce n'est pas bien et il faudrait quand même que nous nous convenons sur le mot approprié pour qualifier ce genre de comportement. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, on sent les associations de consommateurs dans notre pays, puisque normalement, on peut considérer ça comme un délit passible de poursuite judiciaire? Oui, mais est-ce qu'on sent les responsables des associations de consommateurs? C'est la grande question. Mais ce que je sais, c'est que normalement, avant que ces genres de scènes nous soient servis, les associations de consommateurs, de commun accord avec le gouvernement, devaient s'asseoir, puisque c'est la règle qui a été établie. Je crois d'ailleurs que un comité de fixation de prix avait été mis en place dans les années passées et qui comprenait à la fois les membres du gouvernement, entre parenthèses, ces fonctionnaires du gouvernement qui étaient spécialisés dans le domaine et ces responsables d'associations de défense des droits des consommateurs. Mais à ce que je sache, jusqu'aujourd'hui, ces responsables, puisque juste au lendemain de la décision gouvernementale qui a servi ou qui a été servie et qui faisait foi de ce qu'il y a eu augmentation de ces produits pétroliers, j'ai pu échanger avec un des responsables de ces associations de consommateurs, en l'occurrence le président de la Ligue des consommateurs du Togo, qui me faisait la confidence selon laquelle qu'il a été réveillé notamment par un des responsables des sociétés pétrolières du Togo, qui lui a fait part de ce que les prix de ces produits pétroliers ont été revus à la hausse. Je lui ai posé la question de savoir si, entre-temps, la Ligue qu'il dirige a été saisie. Il m'a dit non. Donc, c'est unilatéralement que le gouvernement a sorti un communiqué. Encore que le communiqué était sorti nuitamment. Moi, je ne comprends pas pourquoi le gouvernement togolais, depuis quelques moments, a opté pour une gouvernance d'embuscade.
Parce que les Togolais se réveillent un bon matin et se rendent compte que ce qui doit être dit en plein jour pour qu'on s'en imprègne, c'est nuitamment qu'on le dit. Et quand on prend cette décision gouvernementale-là, elle entre immédiatement en application. J'aurais souhaité que le gouvernement togolais, dans une démarche d'explication, essaie de convaincre la population togolaise sur les décisions. Non, Madame la ministre est arrivée, je le dis, que les arguments servis par Madame la ministre étaient des arguments farfelus, incongrus et saugrenus. Parce que rien n'explique sur le plan international, où le dollar n'a pas baissé, est resté à son niveau, rien n'explique ce qu'elle nous dit. Et j'ai relevé tout à l'heure qu'elle a fait allusion aux approvisionnements. Mais qui sont ceux qui commandent depuis un certain moment ces produits pétroliers? C'est le gouvernement. Elle est comptable du gouvernement. Vous voyez, moi ce qui m'intrigue en tant que journaliste, c'est cette démarche d'explication qui n'a pas été faite. Et que les citoyens togolais que nous sommes, on soit mis devant le fait accompli. Parce que l'on a opté maintenant pour une gouvernance d'embuscade. Et c'est ce qui dérange. Ça dérange dans la mesure où, vous avez dit tout à l'heure que quand la décision a été prise, le gouvernement, vous l'avez dit, le gouvernement a essayé d'expliquer. Mais pourquoi le gouvernement opte pour cette politique qui consiste, même si le dollar est élevé, les prix sont augmentés. Quand le dollar baisse, les prix restent là, intacts. Pourquoi cette politique du gouvernement togolais? Je l'ai dit tout à l'heure qu'au Ghana voisin, le 16 juillet dernier, les prix des produits pétroliers ont connu une baisse. Alors, mais qu'est-ce qui explique tout ça là? Moi, ce qui me dérange et qui m'intrigue, c'est que c'est comme si le gouvernement togolais opte pour le fait que l'on soit à même d'être poussé à bout. Poussé à bout parce que la manière dont les choses sont gérées ne sont pas expliquées comme cela se doit aux populations. Ce n'est pas ça, une bonne gouvernance. Et puis, pour un bon gouvernant, pour un gouvernement responsable, c'est ce gouvernement-là qui anticipe sur ces situations-là que nous dénonçons aujourd'hui. Compétence, parce que gouverner, c'est prévoir. On nous a toujours dit. Voilà, un dernier mot autour de ce sujet. Oui, je dirais que mon confrère a évoqué le problème de la communication. Effectivement, nous avons remarqué que ce gouvernement ne communique pas. Et lorsque vous ne communiquez pas, toutes les actions, toutes les décisions que vous allez prendre ne seront pas bien comprises. Donc c'est pour cela qu'il est important que le gouvernement accentue. Il n'y en a pas, mais nous voudrons qu'on accentue, parce qu'il y a quand même quelquefois des ministres qui tentent de donner certaines explications, mais qui n'arrivent pas toujours à convaincre. Et de deux, le plus souvent, c'est pour jouer au rattrapage, ou bien chercher à sauver les meubles. Surtout que quand on s'est rendu compte que la décision ne passe pas bien au sein de l'opinion, ou bien que les décisions prises n'ont pas un effet aussi voulu, escompté par le gouvernement au sein de la population. Donc c'est pourquoi je disais qu'il faut accentuer la communication et surtout au niveau du gouvernement et essayer d'expliquer des choses avant que cela n'arrive. Donner des explications sur les situations possibles qui peuvent être comme des décisions que le gouvernement prendra dans le futur. Parce que quand on ne prépare pas psychologiquement la population et qu'on prend des décisions qui viennent alourdir les charges en matière en tout cas de ressources et qui viennent aussi clouer le citoyen comme si c'était le gouvernement avait décidé volontairement de rendre beaucoup plus pénible et dur la vie aux citoyens. Et vous voyez que ce que ça peut créer comme réaction et surtout la désaffection de cette population à l'endroit de l'action gouvernementale. Et lorsque vous êtes dans un pays et qu'à un moment donné les citoyens ne sont pas d'accord avec le gouvernement ou bien avec l'autorité, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la défiance de l'autorité de l'État. Et quand on arrive à ce stade, je vous avoue que c'est très dangereux. C'est pourquoi il faudrait
au niveau du gouvernement un recadrage dans leur manière de faire, dans leur manière de prendre des décisions et surtout dans leur approche, dans leur relation avec la société. Il faut toujours communiquer. Quand vous communiquez, vous donnez des pistes à la population, vous expliquez les choses clairement à la population. Par exemple, pour le cas des prix, de l'augmentation des prix sur les produits pétroliers, si Madame la ministre avait fait sa sortie avant l'augmentation des prix, cela allait être compréhensible. Mais ce n'est pas après avoir constaté certaines choses et que quand ça ne marche pas, vous venez jouer aux sapeurs-pompiers ou bien vous venez pour recadrer des choses pour voir dans quelle mesure on peut, un temps soit peu, justifier ce qu'on a fait. Ça ne se fait pas comme ça. Un pays est avant tout quelque chose qui appartient à nous tous. Quand il y a des autorités, c'est parce que la population s'est convenue. La population a décidé de confier la gestion de la chose publique à certaines personnes. Mais que ces personnes ne prennent pas la chose publique là qu'on leur a confié de gérer comme si c'était une propriété privée. Parce que la manière dont les choses se passent, c'est comme s'il y a certains à qui appartient le Togo et certains qui sont des sujets, qui sont au pays, qui n'ont pas droit à quoi que ce soit, à qui on fait des aumônes. C'est très grave. Il faut recadrer les choses. Parce que c'est ce genre de situations qui sont source de frustration et par ricochet, ça entraîne des situations très graves. Aux situations que le HPM va tenter de réparer avec sa politique aujourd'hui. En tout cas, il faut voir si on y parviendra. Voilà, c'est vraiment une thématique aussi, un concept très difficile. Et il faut vraiment des réflexions poussées pour pouvoir voir comment est-ce qu'on peut aller à cette réparation. Oui, je crois aussi que cette histoire, cette situation que nous dénonçons, qui est une situation bien déplacée, qui n'arrange pas les autorités togolaises, en commençant par le chef de l'État, M. Faure Gnassingbé, qui a axé son 3e mandat sur le social. Mais je suis très éberlué de voir que son gouvernement, pour un premier pas, le premier acte que doit poser ce gouvernement, c'est cette bêtise qui a été commise. Je crois que les promesses qui ont été tenues durant la campagne électorale, si je dois, en tant que citoyen togolais, me faire revenir à la mémoire tous les propos et toutes les promesses mielleuses du chef de l'État sont aujourd'hui considérées comme des promesses qui n'engagent que ceux qui les écoutent. Alors que sur le terrain, on dit quelque chose et on fait le contraire de la chose. Je crois qu'il faut revoir la gouvernance au Togo parce que ça pose trop de problèmes. Sinon, cette gouvernance sera une gouvernance par embuscade, comme je l'ai dit. Parce que jusqu'à preuve du contraire, le chef de l'État, depuis qu'il a été élu entre guillemets, jusqu'à aujourd'hui, n'a rien dit aux populations togolaises. C'est grave. Je reste avec vous parce que le second sujet... Si vous sujet... permettez un petit mot pour dire que la politique gouvernementale actuelle est axée sur le social et tout le monde voit, du moins, ce qui se fait en matière de social. Il y a des situations et surtout des actions, des décisions fortes qui sont prises au niveau du gouvernement pour rendre la vie beaucoup plus paisible et surtout alléger la souffrance des populations. Je peux prendre le cas de l'agriculture où il y a eu des mécanismes qui sont mis en place actuellement pour pouvoir amener des intrants et la disponibilité de l'engrais au niveau des agriculteurs. Il n'y a pas que ça, il y a beaucoup de choses aussi qui sont faites aussitôt après la formation de ce gouvernement. C'est dire que le gouvernement s'investit chaque jour que Dieu fait pour rendre la vie beaucoup plus paisible à notre population. Sauf qu'il y a, par exemple, le couac, la fausse note, la dernière fois, l'augmentation sur les prix du carburant. C'est vrai que ce n'est pas une augmentation aussi sensible, mais ça amène quand même, ça crée aussi des polémiques et je pense que sur ce point, le gouvernement va très tôt se rattraper. Et puisque le désir est de rendre la chose beaucoup plus paisible dans notre pays et la vie beaucoup plus, vivable, sans trop de problèmes, et puisque le chef de l'État lui-même a eu à plusieurs reprises à dire que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Donc nous avons foi. En tout cas, foi, demain sera meilleur qu'aujourd'hui. La question est de savoir si ceux qui sont également en détention peuvent espérer en demain, c'est la grande question. Mais avant,
puisque c'est l'introduction du second sujet qui concerne les affaires pendantes devant les tribunaux du pays. Avant d'aller au fait fond, Ildefonse, comment se porte aujourd'hui la justice togolaise? Elle a été refondée, il y a des immeubles qui ont été vraiment construits, il y a tout le confort possible. Mais comment se porte la justice togolaise aujourd'hui? Je voudrais au-delà, répondre à une préoccupation et faire une petite remarque avant de répondre à ta question. Souffrez que je vous dise que le Togo est devenu un état de non-droit. C'est-à-dire? Le droit n'est pas respecté. Et quand le droit n'est pas respecté dans un état, soit l'État devient une république bananière, ou soit l'État devient un État voyou gangster. Je suis malheureux de le dire que c'est ce que nous remarquons au Togo. Vous me posez la question de savoir comment se porte la justice togolaise. Parce qu'il y a eu quand même beaucoup d'efforts avec beaucoup de milliards investis pour refonder cette justice. Non mais je crois moderniser cette justice. Je crois s'il faut répondre à ta question, dire que sans avoir faire une cure de la mentalité des juges et de tous les fonctionnaires, de ceux-là qui sont des praticiens du droit au Togo, sans un lavement, je crois que la justice togolaise sera toujours ce qu'elle est aujourd'hui. Gangrénée par la corruption. Il ne suffit pas d'avoir de beaux bâtiments, il ne suffit pas d'avoir des climatiseurs pour donner un peu de fraîcheur à ces juges-là, qui aujourd'hui, entre guillemets, sont devenus, surtout pour ceux-là que nous appelons des juges assis, des juges véreux, qui ont essayé de tordre le cou au droit togolais. Le droit togolais, c'est vrai qu'il n'est pas différent du droit international. C'est d'ailleurs pourquoi je le dis. Mais souffrez aussi que je vous dise que, en tant que journaliste, à part les investigations que nous avons menées sur la justice togolaise, mais j'ai été très offusqué de lire en 2013 le dernier rapport sur les droits de l'homme, publié par le Bureau de la démocratie, des droits de l'homme et du travail du département d'État des États-Unis. Et quelque part, en faisant allusion à la justice togolaise, le rapport dit ceci: bien que la Constitution prévoit un système judiciaire indépendant, l'exécutif a continué d'exercer un contrôle sur le pouvoir judiciaire où règne la corruption judiciaire des juges pour influencer le jugement. Je cite encore le rapport qui dit: l'influence de l'exécutif sur le pouvoir judiciaire limite le droit à un procès équitable. Ce rapport, je ferme, ce rapport n'est pas différent du rapport que le Bureau des Nations Unies sur la détention arbitraire a élaboré suite à la décision de la Cour de justice de la CEDEAO pour l'affaire Kpatcha-Gnassingbé. Et vous voyez comment la justice togolaise s'est illustrée. Bien que l'État togolais a eu, au cours de la décision qui a été rendue sur le plan national dans notre pays, a eu raison sur le plan international où le droit doit être dit conformément aux procédures judiciaires qui doivent être de mise, on a condamné l'État togolais. On l'a condamné dans plusieurs affaires qui ont des allures politiques. En clair, pour vous dire que la justice togolaise, c'est le mal du Togo. Le Togolais, le citoyen togolais n'est pas à l'abri parce que notre justice est malade. Ibrahim, vous partagez, la justice togolaise est malade? Non, les propos de mon confrère me surprennent. Pourquoi cela me surprend? Parce que les choses ont évolué dans le pays. Il ne faut pas être négationniste. Il faut quand même apprécier les choses à leur juste valeur. Monsieur Ildefonse, les États-Unis auraient fait donc une mauvaise lecture de non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, vous venez de dire même qu'il y a eu un programme de modernisation de la justice togolaise. Et c'est beaucoup de milliards qui ont été investis dans la réflexion, bien sûr, des bâtiments. Ce projet, dans ce processus. Il y a eu certes la réflexion des bâtiments, c'est vrai, on a une nouvelle cour
d'appel, deux même, puisqu'il y en a, il y a un à Lomé ici, et l'autre à Kara. Mais il y a eu un travail de formation des juges. Il y a eu un travail de recyclage des juges et un travail de conscientisation. Et j'en veux pour preuve la démarche entreprise par le président ministre, M. Kofi Essao, qui a demandé de la part des juges un travail professionnel, le respect de la déontologie et surtout de rendre la justice selon le droit. Et je pense que ce travail a été très bien fait. Et nous avons actuellement, je ne vais pas citer certains exemples, mais des dossiers sur lesquels la justice a vraiment fait un travail professionnel. Et c'est des dossiers qui opposaient l'État aux individus. Mais la justice a tranché en faveur des individus, ce qui n'était pas le cas par le passé. L'État ne pouvait pas avoir tort devant un individu. Mais dans le contexte actuel, il y a des individus qui arrivent à avoir raison sur l'État. Et ça, vraiment, c'est un acte qu'il faut saluer parce que on commence par juger selon le droit. Par juger selon l'autre aspect que je vais faire intervenir ici, c'est qu'il n'y a plus de caïds dans notre pays. Ceux qui se disaient des intouchables, des gens qui sont dans le cercle décisionnel et qui pouvaient influencer directement sur le cours des choses au niveau du tribunal, cette personne n'existe plus. Vous ne pouvez plus voir quelqu'un dire que je suis un membre influent de telle formation, je suis un membre de telle famille, mon nom c'est ceci, je suis ceci, et aller directement intimer de l'ordre au juge. Non, ça ne se passe plus. Je pense qu'on a quitté cet aspect impunité des gens qui se disent intouchables, qui puissent aussi dicter leur loi à la justice. Ça ne se fait plus. Et ça, mon confrère Ildefonse peut au moins reconnaître cela. Et quand nous revenons sur certains sujets que vous venez d'évoquer, je pense que ces dossiers ont été conduits par la justice togolaise et il y a eu quand même un verdict qui a été prononcé. Et lorsqu'on donne un verdict en matière de justice, et surtout que notre justice togolaise est une justice souveraine, aucune juridiction externe ne peut pas venir intimer l'ordre à notre justice locale. Ça, il faut le voir. Cela dépend de la souveraineté même de notre État. Mais il y a des recommandations. Il y a des recommandations qui peuvent être faites et il revient maintenant à l'État de revoir la chose. Parce que quand nous parlons des juridictions de l'espace communautaire ou bien la Cour de justice de la CEDEAO, on statue le plus souvent sur les questions des droits de l'homme. Et c'est par rapport à ces questions des droits de l'homme qu'on fait des recommandations. Et pour le cas de l'atteinte à la sûreté de l'État, la Cour de justice de la CEDEAO a demandé des dédommagements. J'ai le verdict avec moi. C'est des dédommagements qui ont été demandés. Et maintenant, on a ajouté que le procès a été inéquitable. Il faut ajouter ça. Et il revenait maintenant à la justice togolaise de tirer les conséquences de cela. C'est ce que vous voulez dire. Mais la justice de la CEDEAO n'a jamais intimé aucun ordre que ce soit à la justice togolaise de revoir le procès. Cela n'a pas été dit dans le document. Bien. Très bien. Je voudrais... Si j'ai posé la question, c'est par rapport, il a évoqué tout à l'heure, aux affaires tentatives d'atteinte à la sûreté de l'État avec Pachanya Simbe et souffrant, tel qu'on le dit ces derniers jours, selon nos informations et puis nos investigations, c'est avéré. Il y a également l'affaire d'escroquerie internationale avec une décision de la Cour qui parle de détention arbitraire et une décision onusienne qui parle un peu plus loin de libération en attendant le procès ou d'accélération du procès. Je voudrais, avant de répondre, de revenir là, souligner ou bien lever quelques inquiétudes qui me paraissent très, 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 très importantes. D'abord, lorsque vous dites que un travail de recyclage et de conscientisation a été fait et qui a permis aux juges,
à travers les juges, d'avoir une justice juste au Togo, équitable. Dans mon pays, je dis non. Moi, je dis non. Et qu'est-ce qui vous fait dire non? Je vous donne 2 exemples. Le premier exemple, on l'a cité tout à l'heure, c'est Pacha Gnassingbé. Lorsqu'il s'était agi de l'affaire d'atteinte à la sûreté de l'État, je vous assure que sur le plan national, les avocats de Pacha Gnassingbé co-accusés ont relevé sur toute la ligne ces vices de procédure. Vous ne pouvez jamais bâtir un édifice si vous n'avez pas, comment on l'appelle, une fondation aussi solide. Mais quand la procédure est viciée, tout ce que vous êtes en train de faire tombe à l'eau. Alors c'était la première chose qui a été soulevée par les avocats. Maintenant, quand l'affaire est partie du Togo devant la Cour de justice de la CEDEAO, à part les vices de procédure qui ont été relevés, mais il s'était agi du fait que le procès qui a eu lieu au Togo n'a pas respecté les normes. Alors, en appoint, il y a eu ce travail qui a été fait et rendu public par ce groupe de travail. Mais dites-moi, comment on peut faire? On peut donner une décision. Une décision, vous avez parlé tout à l'heure du dédommagement. Mais je vous dis que dans le même arrêt, dans la même décision, il est question de ce que M. Pacha et co-accusés ont eu droit à un procès qui est inéquitable. Et quand le procès est inéquitable, ce qui veut dire que tout ce que vous avez fait de la tête jusqu'aux pieds tombe à l'eau. Mais comment on a pu dédommager les gens et on refuse de relaxer M. Pacha Gnassingbé et co-accusés? C'est la grande question. Voilà pourquoi moi je dis, c'est le premier exemple que je donne. Maintenant sur l'affaire d'escroquerie internationale, même chose, vice de procédure à l'entame, où le témoin, un témoin est devenu aujourd'hui un prisonnier personnel. Ça là, personnel, c'est-à-dire personnel. Moi, je le dis, un prisonnier personnel de quelqu'un. Si je dis personnel, de qui? Je ne peux pas comprendre. Je vous le dirai tout à l'heure. Je ne peux pas comprendre. Non. Je ne peux pas comprendre. Non, mais je le dis et j'assume mes propos. Je le dis et j'assume mes propos. Alors j'explique en disant que s'il n'était pas un prisonnier personnel de quelqu'un, je ne peux pas comprendre que la plus haute juridiction du Togo, je veux parler de la Cour suprême, qui a relevé dans un arrêt, qui a eu erreur grave. Mais quand vous avez une si haute juridiction, ça au moins c'est au nom de la modernisation, que Ibrahim l'a souligné. La Cour suprême a fait son travail. Est-ce que ce que la Cour suprême a relevé a été respecté? C'est-à-dire que la Cour reconnaît que dans la décision antérieure, il y a eu des erreurs qui ont conduit M. Pascal Akosselelou en prison. Mais pour réparer ce préjudice, mais accorder la libération, soit provisoire à ce monsieur, qui revient à la charge avec ses avocats pour préparer le procès. Mais si tel n'a pas été le cas, ne me dites pas que la justice du Togo fonctionne comme cela se doit. Et puis, c'est des erreurs que commettent les plus hautes juridictions du Togo aussi. Parce que, mais rappelez-vous l'affaire des incendies du Togo, où la Cour suprême, la même Cour suprême du Togo a demandé qu'on accorde la liberté provisoire à M. Bertin Agba. Qui sont ceux-là qui ont opposé afin de non-recevoir cette décision? C'est l'exécutif, comme les Américains le disent ici. L'influence de l'exécutif sur le pouvoir judiciaire au Togo donne droit à un procès inéquitable. Et qui sont ceux qui rendent cette décision-là? Ce sont les juges. Ne me parlez pas aujourd'hui de conscientisation, de recyclage de ces juges-là. Il y aurait une modernité de la justice togolaise si ces juges assis, surtout assis, qui à un moment donné n'ont pas de couilles, retrouvent leurs couilles. Il faut qu'ils soient courageux pour dire à ceux-là, nous devons rien dire que le droit. Dire que le droit, rien que le droit. Et c'est en cela que le Togo se porterait bien. Dites-moi, quand on dit aujourd'hui, ou quand je dis que c'est la justice togolaise qui est la plaie, qui aujourd'hui oppose les Togolais, j'ai l'habitude de dire à mes amis, mais
Quand on a envoyé M. Bachang Yassimi en prison pour une affaire d'atteinte à la sûreté de l'État, si les enquêtes le prouvent et qu'il y a un procès qui respecte toutes les normes judiciaires, est-ce que je me mettrais aujourd'hui à le dire? Mais nous nous sommes transportés à l'extérieur. On a quitté le Togo. Mais on s'est moqué de nous. Quand est-ce que vous, là, Togolais, vous avez vu quelque part, on a écrit escroquerie internationale? Il y a juste escroquerie. C'est quoi international dedans? Donc ça a été fait à une dimension. Aujourd'hui, quand je dénonce le fait qu'on a envoyé des gens en prison illégalement, surtout le cas de M. Pascal Akousoulelou, qui a été à un moment donné la force de ce régime, je me dis, s'il en est ainsi pour le bois vert, qu'en serait-il pour le bois sec? Toi et moi, si aujourd'hui ces colosses-là, on a pu les envoyer comme ça en prison, toi et moi, qu'est-ce que la justice dira si quelqu'un prend son téléphone et appelle les juges? Vous me dites aujourd'hui qu'il n'y a pas de caïd. Moi, j'ai suivi le procureur de la République dans l'affaire des incendies des marchés du Togo. Vous savez, toutes les fois que je le vois sortir de la salle avec son portable à l'oreille, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Alors qu'il a tout le droit et toute la volonté de dire rien que le droit. D'où vient cet ordre-là qui fait aujourd'hui que les Togolais sont devenus des sujets dans leur pays? On vous a assez compris, vous avez été un peu plus long dans votre développement. C'est vrai, Ibrahim a dit, on a parlé de conscientisation, on a modernisé la justice, et puis des arrêts ont été rendus. Delphonse a parlé tout à l'heure de l'arrêt de la Cour suprême par rapport au dossier escroquerie internationale, avec des vices de procédure relevés par-ci et par-là. On a vu qu'entre-temps, Pascal Akousoulelou a été relaxé, et puis juste après, au lendemain de sa conférence de presse à l'hôtel Eda Oba, il a été repris, ce qui a poussé rapidement le collège de ses avocats à se plaindre devant la cour de la CEDEAO. Là aussi, il y a eu un arrêt depuis le 24 avril. Qu'est-ce qu'on peut comprendre aujourd'hui dans tout ce feuilleton juridico-politique entre griffes, si je m'en C'est ça, justement. Aux réalités. Je voulais d'abord, avant d'aller à votre question, revenir sur 2 points. Le premier point, je disais qu'il n'y a plus de caïds et dans ce pays qui puissent influencer sur les dossiers, les décisions de la justice. Et mon confrère semble ne pas partager mon avis. Ce qui est aussi mais je ne partage pas, je ne semble pas. Hein. J'étais clair, je ne partage pas. Je dis qu'il n'y a plus de caïds parce que s'il était à un moment donné de notre histoire dans notre pays pour suivre ce qui se passait, comment des gens par un coup de téléphone pouvaient envoyer un concitoyen en prison pour l'éternité, pour un temps vraiment aussi très long. Comment des groupes de pression pouvaient aussi influencer sur les dossiers au tribunal, on va comprendre qu'aujourd'hui, les choses se sont considérablement améliorées. Si je reviens pour l'arrêt de la CEDEAO, je vous ai dit que l'arrêt de la CEDEAO le plus souvent, c'est un arrêt qui porte escroquerie internationale. C'est un arrêt qui porte sur des affaires dont en tout cas le côté droit de l'homme, considération droit de l'homme et liberté ont été en tout cas viciés, bafoués, et disons la procédure a été viciée sur ces aspects-là. Et le plus souvent, c'est des recommandations pour améliorer les choses et souvent aussi pour dédommager. Au plus souvent, on va vers l'aspect dédommagement. Mais la décision même rendue au pays, si je prends le cas de l'atteinte à la sûreté de l'État, la décision a été rendue par la Cour suprême. Et qui parle de la Cour suprême, des décisions de la Cour suprême, c'est que c'est des décisions qui sont inattaquables. Il n'y a pas d'appel, d'interjeter appel sur ces décisions. Non, je maintiens quand même à la loi dans notre pays. Ça, c'est le droit. C'est le droit. Et c'est le droit qui dit que les décisions de la Cour suprême sont inattaquables, sans recours possible. Et donc, une juridiction
communautaire ne peut pas devenir une juridiction qui s'apparente à une juridiction qui a encore des possibilités d'influencer les décisions prises par la Cour d'appel de notre pays. Si dans notre pays, ici au Togo, ce sont des décisions inattaquables, ce n'est pas une juridiction communautaire qui va venir attaquer les décisions prises dans notre pays. C'est pour vous dire tout simplement que c'est des propositions qui se font et le côté droit de l'homme, on demande à l'État d'aller vers les dédommagements. Et dans le cas d'atteinte à la sûreté de l'État, c'est ce qui a été dit. Pour le cas d'escroquerie internationale, vous avez dit que la Cour d'appel, la Cour suprême plutôt, a fait un travail remarquable et vraiment courageux en reconnaissant que il y avait eu courageux parce que quand cette décision a été prise, les gens non, j'ai dit courageux parce que les gens dans le droit doit-on parler de courageux? Non, quand je dis courageux, c'est qu'à un moment donné, les Togolais n'avaient pas confiance à leur juridiction. Mais il a fallu quand même que non, il a fallu que cette Cour prenne cette décision pour que tout le monde applaudisse. C'était bien. Pas pour plaire à tout le monde. Et c'était bien parce que tout le monde a senti que notre justice... Modernisation commençait pas à marcher. Notre justice s'est considérablement modernisée. Et même si mon confrère Idelphonse n'est pas... Sur le plan infrastructurel, il n'y a pas de problème. Mais quand il y a eu cette décision, il y a eu arrêt, on a arrêté la procédure contre M. Bodjona. Je voulais quand même relever qu'il y a deux procédures dans cette affaire. Il y a eu une plainte déposée contre tout le gang et il y a une plainte que l'Émirati est revenu porter contre M. Bodjona. C'est nommément M. Bodjona. Et la première procédure concernant... Non mais attends, est-ce que la deuxième affaire différente ou pour la même affaire? Voilà. C'est pour la même affaire, mais à des degrés différents. Non. À des degrés différents. Je m'explique. Je m'explique. À des degrés différents. Je m'explique. Compte tenu du temps qui nous reste, tel qu'on le montre là-bas rapidement, aujourd'hui, nous faisons face à une situation où les pièces maîtresses de cette affaire d'escroquerie sont volatilisées. On a vu d'ailleurs Loïc Le Floch, président, qui a écrit un livre qu'il a intitulé Le Mouton Noir, dans lequel il a dit clairement qu'on lui demandait de tout faire pour inculper Pascal Bodjona afin de points de suspension. C'est un livre. Écrit par l'une des pièces maîtresses de cette affaire. Vous avez qui ne fait pas. Non, je voudrais que vous fassiez une précision. Non, pas ça. Loïc Le Floch ne peut rien dire qui puisse l'incriminer. Vous le savez. Permettez que je finisse dans mon introduction pour que vous puissiez prendre. Vous avez les pièces maîtresses de ce dossier-là qui sont volatilisées éparpillées un peu partout. Aujourd'hui, que ce soit Awa Mounira, on n'en parle plus, on parle plus d'elle. Le plaignant Abbas Al-Youssef a disparu. Et vous avez également l'ancien ambassadeur du Togo au Ghana, Bénissan Bibi, on n'en parle plus. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui le maintien en prison de Pascal Akousoulem Bodjona malgré l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO, qui voudrait que soit on accélère le processus pour aller à un procès, tout en libérant le monsieur, ne serait-ce que provisoirement, et en le dédommageant. Non, mais c'est la décision de la Cour de justice de la CEDEAO. C'est une décision qui n'influence pas les décisions de la Cour. La Cour suprême avait déjà rendu un arrêt pareil. Oui, ça avait rendu un arrêt pareil, et je pense que les conséquences qui devaient en découler ont été constatées. Ça, je ne vous apprends rien. Je crois. Ouais. Et maintenant, pour le cas de cette affaire encore, M. Pascal Bodjona est actuellement détenu. Et en tant que Togolais, vous savez que personne ne peut se réjouir pour le fait que un de nos compatriotes est derrière les barreaux. Ça, c'est toi qui le penses ainsi. Parce que tu es un être humain. Ce n'est pas quelque chose que nous puissions accepter. Encourager, accepter ou bien vouloir promouvoir dans notre pays. Mais en revanche, quand nous disons que la justice fasse son travail et que la justice
amène les compatriotes à connaître la vérité, nous demandons au même moment à cette justice de faire en sorte que le procès ait lieu et que chacun puisse voir les tenants et les aboutissants de ce dossier. L'affaire d'escroquerie internationale, qu'on dit que c'est, on a togolisé l'appellation, l'escroquerie. Je vous dis que même sous d'autres choses, même au Bénin, il y a une affaire là-bas qualifiée. L'affaire Talon. Non, pas Talon. D'un autre homme d'affaires qui a été ministre même, qui a été député plutôt, qui a escroqué des Américains. Il était sous les verrous. On parlait aussi là-bas. L'escroquerie internationale. Bien évidemment, l'escroquerie internationale. Je vais vous donner le nom de ce monsieur. C'est que ça ne vient pas. Il doit être un Vaudonou ou bien quelque chose comme ça. Vous devez connaître l'affaire. Oui. On a un député. On a que deux voilà. minutes. Donc, voilà une affaire qu'on a qualifiée aussi d'affaire d'escroquerie internationale. Donc, je disais que c'est un générique sur les affaires d'escroquerie. Mais pour le cas togolais, vous avez dit Abbas Youssef n'est pas là. Loïc Le Floch a été libéré. Sobertin Agba a été libéré aussi, mais sous contrôle judiciaire. Cela ne voudrait pas dire qu'ils ont été libérés, c'est fini, l'affaire est close. Non, c'est sous contrôle judiciaire. Lorsqu'il y aura le procès, si on sent la nécessité de les amener, ils vont comparaître. Sans oublier de préciser qu'il y a eu quand même l'Interpol qui a été saisi pour ramener Bertin Agba, qui n'est jamais revenu. Voilà. Ildefonse, puisque le temps nous a pris de court, aujourd'hui, qu'est-ce qui serait souhaitable pour laver les affronts? Donc, que ce soit affaire de tentative d'atteinte à la sûreté de l'État, incendie des marchés du Togo ou escroquerie internationale. Je voudrais que ceux qui dirigent cet État-là soient animés d'un sens d'humanisme. Il faut que nous soyons humains dans ce pays. Parce que je ne suis pas la personne qui crie réconciliation, réconciliation. Mais ceux qui crient réconciliation, c'est encore eux qui foutent le bordel au Togo. Tout ce que nous avons relevé sur la ligne, affaire des incendies des marchés, affaire d'escroquerie, moi je ne dis pas internationale, affaire d'atteinte à la sûreté de l'État. Soyons sérieux. Si la justice togolaise était debout et que nous avons des juges qui ont opté pour le respect, rien que pour le respect du droit, je suis sûr que, au moins, ce qui me dérange, c'est l'affaire d'escroquerie où le témoin, c'est lui qui paie le lourd tribut. Alors que sur toute la ligne, les procédures ont été viciées. Dites-vous, nous sortons du Togo et des fois, quand on parle du Togo, dans certaines affaires, on a honte d'être Togolais. Mais que les dirigeants togolais aient au moins un sens d'humanisme et ne pas considérer les Togolais comme des sujets, mais des êtres humains. Voilà, même question, Ibrahim, que faire? Il faut maintenir le cap, il faut faire de sorte que... le cap, c'est-à-dire que notre justice soit une justice qui juge des affaires en suivant le droit, uniquement que le droit, ne pas être influencé par qui que ce soit, ne pas être influencé par une force extérieure, mais de dire le droit dans des conditions qu'il le faut. Voilà. Merci donc, comme je l'ai démarré, je vais encore le dire ainsi, va paisiblement ton chemin à travers le bruit et la hâte, puis souviens-toi que le silence est paix. En tout cas, dans cette vie, si vous faites le bien, vous le faites pour vous. Le mal également, c'est pour vous que vous le faites. Et par conséquent, si vous faites le bien, vos derniers jours vous seront radieux sur la terre. Tolérance, tolérance, tolérance. Pardon, 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 le tout favorise la réconciliation. Bonne journée, au revoir.